moi de vous retrouver pour les comptes de ce magazine Question électorale. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. On essaie d'analyser des questions sensibles et entrer aux élections en République démocratique du Congo. Et sur ce, nous allons recevoir pour vous un activiste, un défenseur des droits de l'homme. Il s'agit de Maître Henri Wembolois. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Ok. Alors, avec Maître Henri Wembolois, Madame, Messieurs, on va parler de pas mal de sujets. On va parler de la validation du fichier électoral. Vous le savez que ce fichier a été validé. Déjà, il y a quand même des avancements avec les dépôts de l'avant-projet sur la répartition de sièges à l'Assemblée nationale déjà. Et on parlera aussi de ces contrats sino-congolais. Qu'est-ce que cela peut apporter sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo? Parce que cela sert de frein quand même pour l'organisation des élections en RDC. On va aussi parler de beaucoup de choses. Alors, Maître Henri Wembolois, la CENI n'est jour qu'à l'organisation des élections en décembre 2023, donc le 20 décembre déjà. Il y aura élection en RDC, qu'on ne le veuille pas. Il y aura élection, en tout cas, le train de la CENI est en marche. Est-ce que vous pensez que cela sera possible? Le président de la CENI, M. Kadima, a déclaré que le 20 décembre, il y a élection présidentielle couplée avec les élections législatives. Ok. Oui, nous devons être positifs parce que obtenir les élections le 20 décembre, c'est une bonne chose. Ce sont des élections qui sont organisées de manière périodique, des élections honnêtes. C'est ça la démocratie, c'est ça l'état de droit. C'est aussi ça répondre à un besoin pour la légitimité du pouvoir politique. Parce que selon l'article 5 de notre Constitution, on dit tout pouvoir politique émane du peuple. Et donc, nous souhaitons que ces élections aient lieu. C'est une bonne chose qu'il y ait des élections à cette date-là. Ne pas organiser les élections à cette date, cela nécessite une sensibilisation, que les gens comprennent qu'il n'y aura pas élection et que l'on sache prendre des dispositions d'organiser les élections en temps nécessaire ou temps voulu. Alors, vous demandez si cela est possible. Nous croyons à ce que dit le président de la CENI. Mais nous serons dubitatifs parce que le président de la CENI a dit qu'il y a des défis. C'est que si ces défis ne trouvent pas des solutions, on risque de ne pas obtenir les élections. Ça, c'est comme analyste que je dis ça. On a parlé de la question des financements. Est-ce qu'aujourd'hui, la CENI a tous les moyens nécessaires pour organiser ces élections selon ce calendrier qui est fixé? Si cela est déjà réalisé, c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas encore fait, je crois que c'est un défi important et le pouvoir politique, donc le gouvernement, devra mettre les moyens nécessaires quant à ce. Un deuxième élément important, c'est la question de la sécurité. On va revenir sur cette question de sécurité, comme vous avez annoncé. Mais on peut dire ici que la RDC est très vaste. L'étendue du pays est vraiment très vaste. Est-ce qu'on va déployer le matériel nécessaire pour les élections dans tous les coins et recoins de la République, dans les meilleurs délais? Est-ce que cela est possible? Tout ça, ce sont autant de questions. C'est pourquoi je dis un peu dubitatif, mais on reste croire à ce que le président a dit. On reste quand même optimiste. Et nous souhaitons que les choses se passent de cette manière-là. Ok, vous avez un grand rôle à jouer pendant ces processus électoraux parce que vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous êtes activiste des droits de l'homme, vous êtes dans la troisième position entre le gouvernement et la population. Donc, vous êtes un peu au centre, vous êtes vraiment centriste. Comment appréciez-vous tout ce qui se passe ici en RDC entre le pouvoir et l'opposition? Ok, là, c'est aussi une question intéressante. D'une façon générale, les élections soulèvent des tensions dans plusieurs milieux. On se demandera, et en Afrique, à un certain moment, du temps de Mobutu, il n'y avait pas d'élection.
Et aujourd'hui, ceux qui ont vécu avec Mobutu, ils vont se dire, mais non, à cette époque-là, il n'y avait pas des élections périodiques et consorts. Donc, il y avait un peu du calme, de la paix, de la modestie, de la modération. Est-ce qu'il ne faut pas carrément oublier cette histoire des élections? Je me rappelle, même le président Kabila avait dit à un certain moment, mais il faut beaucoup d'argent pour les élections. Oui, on dépense beaucoup d'argent. Mais il faut le développement. On choisit quoi, le développement ou les élections? Donc, c'est un véritable problème. Oui. Et nous sommes dans ce système-là, que dans un état de droit, de manière périodique, on organise des élections et il y a aussi d'autre côté les besoins fondamentaux de la population, les droits économiques, sociaux et culturels. Vous voyez, vous avez vu à un certain moment, les gens ont marché, non? La vie est chère et qu'on sort tout ça. Oui, la vie chère, oui. Oui, ça demande de l'argent ici, ça demande de l'argent là-bas. Mais ce qui est un peu étonnant, et là où nous disons que chez nous, il y a un peu de dose d'exagération, les tensions vont à un niveau plus élevé entre les pouvoirs, ceux qui sont au pouvoir politique et ceux qui sont dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition, l'objectif c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir. Et quand on est quand on gère le pouvoir, on se dit il faut conserver le pouvoir. Voilà tout le problème. Mais voilà pourquoi nous disons qu'à ce niveau, à ce stade, il faudrait une certaine modération à tous les niveaux. Une certaine modération pour que l'intérêt supérieur du peuple soit au-dessus de toute chose. Et comme défenseur des droits de l'homme, comme organisation de la société civile, aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme, les ONG sont toujours classés. C'est pouvoir, c'est l'opposition. Oui, vous êtes Moi, au je milieu ne de veux centre, pas, je ne veux pas avoir ces fichiers-là. Et je dis qu'il y a moyen de dire des vérités. Les vérités, c'est quoi, par exemple, aujourd'hui? Les vérités, c'est que on a réprimé les personnes qui ont manifesté. Mais une autre vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a eu dans cette manifestation des enfants, des mineurs, quelques des mineurs qui étaient utilisés, quelques mineurs qui ont été dans la manifestation. Mais cela n'est pas une cause d'excuse pour ceux qui doivent gérer, n'est-ce pas, les manifestations, les forces de sécurité. Et là, c'est un problème très sérieux et très important. Nous avons souhaité à un certain moment, c'est depuis la République passée, que la loi relative à l'exercice de la liberté de manifester soit publiée. Parce que pendant la législature passée, cette loi, à un moment, on a dit c'est la loi Sesanga parce que c'est lui qui avait fait la proposition de loi. C'était adopté à l'Assemblée nationale, c'était adopté au Sénat. Et donc, ce que nous attendions, c'est que nous réitérons même, on peut encore aujourd'hui publier cette loi. Parce qu'on a dépassé un large timing prévu par la loi qui veut que dans un délai de 3 mois, si on n'a pas, si le président de la République qui reçoit la loi adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat ne renvoie pas cette loi pour une seconde lecture, eh bien, on suppose que la loi est entrée en vigueur. Ou s'il n'a pas renvoyé à la Cour constitutionnelle pour l'avis de conformité, s'agissant d'une loi organique. Donc, on a besoin d'une loi. Parce qu'en l'absence de la loi, il y a des incompréhensions. Il y en a qui pensent encore qu'il faut demander l'autorisation pour manifester. Il y en a qui... là, il faut pas demander. Non, il faut donner l'information. Nous sommes dans le régime de l'information. On donne l'information et on se fixe sur les itinéraires à suivre. Là aussi, peut-être, ceux qui ont manifesté ne se sont pas entendus avec l'autorité provinciale. Là aussi, c'est encore un problème. Nous appelons à nos autorités qui ont notre pouvoir, nous, la population, qu'il faudrait s'entendre, se fixer. De préalable, oui. Vous voyez, le débat à question itinéraire et consorts, il y en a qui estiment que non, nous avons une bonne popularité là-bas. Bon, il y en a qui ont dit non, nous, on a placé les jeunes de l'UDPS de l'autre côté. Donc là aussi, ce sont encore des problèmes. Et
tous les partis politiques, aucun parti politique n'a le droit d'avoir des milices ou des personnes qui peuvent se considérer comme des militaires. Non, nous avons les militaires, les FARDC, la police nationale congolaise, qui sont neutres et qui sont là pour la sécurité du territoire, la sécurité de la population, etc. Oui. Donc, il y a toutes les vérités de tous les côtés et c'est ce que nous devons en appeler à nos autorités de mettre de l'eau dans le vin, pour que la situation des élections puisse évoluer, qu'on puisse terminer les élections dans le calme. Donc, les élections crédibles, honnêtes, elles se font le plus souvent lorsqu'il y a un calme et lorsqu'il y a une sérénité de part et d'autre. C'est vrai que partout dans le monde, comme je l'ai dit auparavant, il y a toujours des tensions, toujours des problèmes, des tensions par rapport aux élections. Okay. Alors, est-ce que vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que société civile, est-ce que vous avez un œil regardant par rapport à tout ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, on compte déjà des blessés et avec surtout la présence de la délégation de la CPI, est-ce que vous avez pu prévoir quelque chose pour que ces crimes soient réparés? Non, je pense que, je me rappelle, nous avions reçu la fois passée la dame procureure de la Cour pénale internationale. Elle était venue pour annoncer, pour dire que non, il faut éviter que des actes qui soient des actes qui soient criminels, qui soient interdits, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des génocides, ne soient commis parce que la CPI a un regard. Et nous saluons ici la présence encore du procureur de la Cour pénale internationale. Oui, M. Karim Khan, il est venu, il a été reçu par les autorités. C'est une bonne chose, mais il ne vient pas par rapport aux manifestations publiques, sinon on risque de surcharger cette Cour pénale internationale. Faudra-t-il ici déjà dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons beaucoup évolué sur le plan législatif, même si nous n'avons pas encore réussi à faire une forte sensibilisation parmi les magistrats, avocats, pour comprendre les différentes réformes que nous avons eues. Par exemple, avec les lois de 2015 qui ont modifié qui adaptent notre législation par rapport au statut de Rome de la Cour pénale internationale avec d'autres droits des personnes. Et la loi aussi de 2017. Aujourd'hui, les juridictions de droit commun, les juridictions civiles, ont beaucoup de pouvoir pour poursuivre même ces crimes internationaux. Même les crimes, les infractions militaires, nos juridictions de droit commun ont cette compétence à partir de la loi de 2017 parce que notre pays est en train d'évoluer. Nous sommes dans le cadre, n'est-ce pas, des Nations Unies. Et les Nations Unies, on a ratifié des conventions, il y a toujours des recommandations au pays et ainsi on prend des lois. Et nous sommes en train de suivre, tantôt nous sommes en train de suivre la législation et comme pour le moment nous avons la loi de protection des défenseurs des droits de l'homme qui est en étude au Sénat, c'est encore un jeton que nous lançons à nos honorables sénateurs pour voter cette loi et ça permet de démocratiser davantage notre pays. Bon, voilà. Donc, il y a cette évolution-là que les juridictions de droit commun peuvent poursuivre. Aujourd'hui, nous pouvons aussi, dans notre pays, déclencher des poursuites contre tous ceux qui commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. C'est possible. C'est possible, donc, la loi ça ne sera plus rien d'aller à la Cour pénale internationale. Non, il ne faut pas trop surcharger cette Cour pénale internationale. Il y a ces crimes de la Cour qui sont, n'est-ce pas, de la compétence de la CPI. Il y a les chambres, des chambres qui peuvent les connaître devant nos cours d'appel. La législation est déjà là. Donc, il appartient maintenant à l'appropriation de cette législation par nos magistrats, nos juges, et nous les avocats, et la population, les ONG. Nous devons travailler dans ce sens-là. Et ce n'est pas tous les cas qui seront amenés à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, elle est là pour suppléer par moment là où on est limité, ils peuvent faire quelque chose. Et aussi,
la Cour pénale internationale vient nous compléter. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, on collabore. Hein. Voilà. On coopère. Alors, comment avez-vous apprécié la validation du fichier électoral par les experts internationaux? Oui, la question du fichier électoral, ça fait beaucoup de bruit à un certain moment. Oui, c'est vrai, parce que d'abord, il y a eu des contestations avec toujours. Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Non, pas eux, parce qu'il y a le Rwanda qui aurait une même mise sur notre fichier. Voilà, qui pourrait avoir de l'identification des personnes, etc. Bon, on a dépassé ce niveau. Mais les experts internationaux et nationaux qui ont été désignés, ils ont fait un travail, mais même là aussi, bon, compte tenu de laps de temps qu'ils ont passé pour auditer le fichier, il y a un camp de l'opposition qui a considéré que non, mais c'est tout simplement la CENI qui a ramené son propre rapport, ses propres conclusions. Il a donné à ceux-là qui ont endossé et le dire publiquement. Et là, on a parlé, par exemple, ce qui est important à relever, sur 47 millions d'enrôlés. On a dû déclasser d'autres personnes, notamment 3 300 000 électeurs élagués, donc 2 235 000 cas de doublons constatés et environ 900 000 quelque chose là par rapport aux mineurs qui ont été enrôlés. Là aussi, c'est un problème. Et donc, je crois que si on peut passer outre, dire que non, bon, on a audité le fichier, bon, il est crédible, on enlève tous ces cas, et donc de 47 millions, on se retrouve à 43 millions qui sont... Donc, au moins 4 millions écartés. Hein? Voilà. C'est bien, on peut accepter, mais dans un autre camp, les gens se disent non, mais ce n'est pas la vérité. Il faut encore réauditer. Pour une seconde fois, oui. Donc, c'est ça le problème, c'est ce qui est vrai. Et donc, il y a un travail qui a été fait. Il y en a qui contestent ce travail, mais je pense qu'on peut évoluer et en appelant aussi à toutes les autorités de part et d'autre de montrer plus de transparence, que tout le monde reconnaisse ou se reconnaisse à travers le processus électoral. Ok. D'aucuns se posent la question de savoir, l'opposition pense que ce sera un processus vraiment électoral chaotique, sur base de la validation d'abord du fichier électoral. On sent qu'il n'y a pas de crédibilité. Vous l'avez dit tantôt que c'est bon, mais pensez-vous que toute la population congolaise sera en mesure de participer à ces processus électoraux? Oui, c'est ce que nous avons dit. Il y a des défis sécuritaires, oui, et les défis même au sein de la CENI qui doit mener ce processus-là. Atteindre, n'est-ce pas, tous les milieux possibles pour que tout le monde puisse y participer. Mais il y a des territoires qui ne se sont pas fait enrôler jusqu'à présent. Là, ce sont des grands défis. Et même... quand nous parlons de fichier électoral, nous disons que oui, crédible, oui, mais il faudrait que l'on voie comment on a pu se retrouver avec des cas de doublons et des mineurs. Et à ce stade-là, on peut aussi voir comment on peut sanctionner certains responsables qui n'ont pas fait correctement leur travail. C'est important. C'est ce qui fait, c'est tout cela qui participe à la crédibilité du fichier, des élections aussi. Du processus. Okay. Oui. Alors, on va parler de ces contrats sino-congolais parce que c'est aussi d'actualité. Comment d'abord avez-vous apprécié cette coopération entre la RDC et la Chine? Oui, c'est vraiment un élément très important et c'est capital parce que tout au début, quand on a parlé de contrat sino-congolais, le départ, ça créait beaucoup de débats. Encre et salive devraient couler et finalement, on a eu le contrat et selon ce qui était prévu d'après ce contrat.
la Chine qui prend des minéraux et la Chine qui promet n'est-ce pas, des infrastructures pour la RDC. Oui. Donc, avec les rapports qui ont été faits, on a trouvé que la partie RDC était perdante dans ce projet. OK. Donc, quoi de plus normal qu'avec la vision du président Félix Antoine Tshisekedi, on puisse penser à revoir les termes de ce contrat pour que la RDC aussi s'y retrouve. Là, c'est quand même à féliciter. C'est très important. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un pays à problème et des contradictions, avec autant de minéraux et un peuple le plus pauvre du monde. Donc, ça doit tous nous amener à réfléchir. Une controverse. Oui, et réfléchir et proposer les pistes de solutions pour que le Congolais aussi profite de ces minéraux. Et donc, c'est coup de chapeau par rapport à cette nouvelle vision qui peut encore donner beaucoup plus de souffle pour la République démocratique du Congo. Donc, plus de souffle pour la République démocratique du Congo parce que on redéfinit, n'est-ce pas, les termes de contrat de manière à ce qu'on se retrouve les uns et les autres sur le même pied d'égalité. Et c'est gagnant-gagnant, comme le président préfère le dire. Oui, c'est bon. Et si on y tient, eh bien, la RDC pourra aussi en profiter. Donc, ce sera un contrat win-win, comme qui dirait. Oui. Nous, on donne les minéraux et ils viennent nous aider en termes d'infrastructure. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que ces contrats seraient profitables par rapport à la situation sécuritaire de la RDC? Quel est l'impact de ces contrats sur la situation sécuritaire de la RDC? À l'Est, plutôt. À l'Est, oui, même à l'Est, il y a des industries qui sont là. Et à l'Est, mais c'est aussi, je crois qu'il y a aussi l'aspect sécuritaire ou militaire à travers le contrat, ça ne peut pas manquer. Et ça va donner encore un plus pour la République démocratique du Congo. Nous avons salué, on continue à saluer aujourd'hui des déclarations de toutes parts, les États-Unis, la France, l'Union européenne, pour dénoncer, n'est-ce pas, l'intervention du M23 aux côtés du Rwanda, à côté du M23. Ouais, il n'y a plus rien à cacher là-dedans. Oui, ça c'est bon, c'est magnifique. Mais il faut aller au-delà pour que nos forces puissent avoir aussi beaucoup plus d'équipements. Et donc, je crois qu'à travers tous ces contrats, avec toutes les parties, ça peut aider la République. Et ça fait partie aussi des droits, n'est-ce pas, à l'autodétermination pour le peuple congolais, pour avoir, n'est-ce pas, la coopération bilatérale entre les deux avec tel pays et la coopération multilatérale dans le cadre des organisations internationales. Tout ça, ça permet, n'est-ce pas, de donner du souffle à la RDC et aussi ça permet de rentabiliser, n'est-ce pas, les relations de la RDC avec les autres qui ont aussi un intérêt à trouver auprès, n'est-ce pas, de la RDC. Ok, alors pour terminer, Maître Henri Wembolois, on va parler de la situation générale du droit de l'homme en RDC. Quelle est cette situation générale des droits de l'homme? Parce que c'est votre domaine de prédilection. Oui, à propos de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, je m'en vais d'abord rappeler cette question de la liberté de manifester. C'est un droit fondamental dans toute démocratie que tout citoyen puisse s'exprimer. Quand vous avez un bébé qui a faim, il pleure. Et la maman sait que non, il faut donner à manger. De la même manière, dans un État, lorsqu'il y a des personnes qui se mettent dans la rue pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec telle situation, il faudrait les encadrer et leur permettre de s'exprimer et trouver des solutions. Et la répression disproportionnée, comme on le dit souvent, ce n'est pas une bonne chose. Ça donne une autre image au pays à l'international. Et aujourd'hui, les droits de l'homme sont très importants, surtout que la période qui est la nôtre maintenant, de ce mois de juin jusqu'au mois de décembre, c'est une période très importante sur les questions du droit de l'homme, un regard croisé, un regard vers tous les États, qui célèbrent cette année la 75e année de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, c'est
c'est un enjeu de taille pour notre pays. Okay. Et par rapport à ça, nous devons poser des actes qui nous honorent, qui permettent à la RDC de mieux se vendre dans ces questions-là. On en a fait déjà depuis un temps. Quand le président de la République dit on a fermé les cachots, qui ne permettent pas aux magistrats de visiter. Ce sont des bonnes choses. Oui, Aujourd'hui, nous avons encore ce problème de loi. Nous parlons de la loi pour la liberté de manifester. Nous insistons, nous demandons à nos pouvoirs publics, au Sénat, à l'Assemblée nationale, surtout à la présidence, de récupérer cette loi et de la publier. Ça donnera beaucoup plus de crédibilité à notre gouvernement par rapport à ses déclarations et à ses promesses pour faire la promotion des droits de l'homme au pays. Nous avons la loi aujourd'hui en étude au niveau du Sénat sur la protection des défenseurs des droits humains et la responsabilité. C'est aussi une loi très importante pour les pays. Et on y regarde, on se dit, non, il y a effectivement la volonté de permettre que nous allions vers un état de droit, vers une démocratie où les gens peuvent s'exprimer, les gens peuvent revendiquer leurs droits sans problème. Mais il y a aussi des problèmes sérieux. Les problèmes sérieux, c'est dans le domaine judiciaire, dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Là, ça pose des problèmes sérieux. Et les questions telles que la torture, permettez que je signale aussi que ce mois ici, c'est le mois de soutien aux victimes de la torture. Oh, le mois de juin. Le mois de juin. Et le 26 juin, c'est une grande journée, une grande célébration. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre un dossier important d'un général qui a un cachot chez lui à la maison. À la maison, Et il a des personnes qu'il met dans ce cachot avec sa femme, il torture comme il veut. Non, nous attendons vraiment de la haute cour militaire il faut que ça une soit décision qui va donner une véritable position de la RDC par rapport à la lutte contre la corruption. Non, plutôt la lutte contre la torture. Nous avons déjà une loi, mais la loi est appliquée de manière timide, de façon mitigée, alors que la torture, c'est commun. Donc là, c'est important. Nous prenons des situations carcérales, les prisons, les lieux de détention. Là, c'est un problème sérieux. C'est la surpopulation carcérale dans presque toutes nos prisons. Et des problèmes très sérieux. Et là, nous sommes en train de nous demander, nous faisons un peu de monitoring, pour savoir pourquoi trop de cas de détention préventive. Quelqu'un peut faire 10 ans en détention préventive. Sans être jugé, tout ça, Et même sans se retrouver devant un juge. Devant le tribunal, donc devant la chambre de conseil. Alors que même quand nous parlons des réformes des lois que nous avons, il y a une disposition, l'article 25 bis, point 4a de la loi qui modifie aujourd'hui le code de notre procédure pénale. Cette disposition légale permet à tout citoyen, toute citoyenne, de saisir le juge en chambre du conseil pour qu'il statue sur la légalité de la détention. Et le juge en chambre du conseil, ici c'est le tribunal de paix, il peut même ordonner la libération d'une personne qui a été arrêtée par le parquet et il fait beaucoup de temps. Et là, pour la population, on se dit, on se fait beaucoup d'idées. Pourquoi on arrête? C'est pour que les gens payent l'argent. Donc, le monnayage de la liberté. Donc là, c'est autant de problèmes. Nous avons aussi un problème de l'exécution des décisions judiciaires. Ça pose problème. Toujours. Ça pose problème. Et des interventions des services, même des services de sécurité, même la police qui va intervenir dans des conflits fonciers. Vous voyez une personne qui peut même utiliser les éléments de l'UPI, l'unité de protection des institutions et autres personnalités. Il va les utiliser tout simplement pour l'aider à commettre un crime par rapport à un conflit foncier qui est créé de toutes pièces. Donc tout ça, c'est un problème auquel nous en appelons à nos autorités de refixer les choses. Ok, merci beaucoup. Oui, donc, maître, concluez directement. Comme recommandation, quand on parle des violations des droits de l'homme, il s'agit des actes qui violent les droits des personnes, qui violent les textes
de loi est à charge des agents publics, c'est-à-dire les agents de l'État. S'y mêle aussi la corruption. Et à ce niveau, nous disons, il n'y a que les autorités politiques qui peuvent trouver des solutions à ces problèmes. Il n'y a que la justice et une bonne justice qui peut garantir l'avenir de l'État de droit en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Henri Wembolois. C'est vrai, c'est la justice qui élève une nation. Vous l'avez si bien dit. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Madame Kitete. Alors, Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Question électorale. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Maître Henri Wembolois. C'est un défenseur des droits de l'homme. Vous l'avez suivi. On a essayé de parler de la validation de ces fichiers électoraux. On a aussi parlé du processus électoral en RDC et de ces contrats sino-congolais, pour ne pas dire aussi qu'on a parlé de la situation des droits de l'homme en RDC. Merci beaucoup à toi, Rigen Bala. Merci à toi, Sacré, et à Eric Ndongala. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.